Bonjour à tous, je m'appelle Élise et avec Chana, on va vous présenter une formation plutôt simple sur le scanner et l'IRM. Bonjour, je suis Chana. Le but de cette formation est de connaître les différences entre les examens, les produits de contraste utilisés, les contre-indications, ainsi que les spécificités de chaque machine. Cette formation est accessible pour tous, que ce soit professionnels de santé comme des secrétaires médicales ou des étudiants, ainsi que pour les patients curieux d'en savoir un peu plus. Donc commençons par le scanner. Cet appareil ressemble à un large anneau dans lequel tourne un émetteur-récepteur de rayons X qui nous permet de faire des images du corps humain. On obtient des images axiales que l'on peut reconstruire après en 3 dimensions. Donc, le scanner, ça utilise des rayons X, donc qui sont des rayonnements ionisants. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on utilise toujours des doses extrêmement faibles, uniquement nécessaires à la recherche du diagnostic. D'ailleurs, notre rôle en tant que manip, c'est d'utiliser la dose la plus faible possible pour avoir un diagnostic interprétable par le médecin radiologue. IRM veut dire imagerie par résonance magnétique. Ce ne sont pas des rayons X comme le scanner, mais cette machine utilise le champ magnétique et les ondes de radiofréquence. L'IRM permet d'observer le corps humain dans les 3 plans de l'espace grâce à nos protons d'hydrogène. Vous le savez probablement, mais notre corps est constitué principalement d'eau. L'eau, c'est H2O. Et l'IRM va venir capter les protons d'hydrogène, donc le H, pour venir faire des images. Petite info, il faut savoir que le champ magnétique est toujours allumé. C'est pas seulement quand on fait les images. Donc voici les différences notables que nous avons entre ces deux machines, à savoir que les deux examens peuvent être complémentaires et ont des indications parfois différentes. Au scanner, on utilise des rayonnements ionisants, tandis qu'en IRM, on utilise le champ magnétique et les ondes de radiofréquence. Au scanner, l'examen est beaucoup plus rapide qu'en IRM, sauf cas un peu particulier, par exemple si vous faites un coloscanner, oui, là ça va prendre plus de temps qu'une IRM du genou par exemple. Et sur les produits de contraste, en IRM on va utiliser un produit de contraste gadoliné, alors qu'au scanner on va utiliser un produit de contraste iodé, mais ça on en parlera après. Et enfin, donc les indications diffèrent d'une machine à l'autre. Par exemple, on va voir très bien les poumons au scanner et en IRM, on va très bien étudier le cerveau ou encore les muscles, les tendons. Voilà, ça dépend vraiment de l'examen que l'on veut voir. Au scanner, le produit de contraste utilisé s'appelle produit de contraste iodé. Ce produit peut vous donner une sensation de chaleur dans tout le corps. Ça dure moins de 15 secondes et ça peut donner aussi un goût métallique, souvent dans la bouche. Et il est possible chez certaines personnes de ressentir cette sensation de chaleur jusque dans la vessie. L'élimination de ce produit se fait par voie rénale, donc par l'urine. Il est donc essentiel de bien s'hydrater pour pouvoir éliminer le produit. À l'IRM, le produit de contraste utilisé s'appelle produit de contraste gadoliné. L'injection se fait aussi par voie veineuse, cependant elle ne donne pas de sensation particulière. Généralement, les patients ne la sentent même pas passer. Et l'élimination se fait aussi par voie rénale. Alors déjà, qu'est-ce qu'une contre-indication? C'est une situation ou une condition dans laquelle on ne pourrait pas réaliser l'examen ou bien on ne pourrait pas injecter le produit de contraste. Donc au scanner, la principale contre-indication, c'est la femme enceinte. On ne réalise pas d'examen chez les femmes enceintes ou susceptibles de l'être, sauf dans l'urgence bien évidemment et dans certaines situations comme par exemple la pelvimétrie. C'est un examen qui peut être réalisé en fin de grossesse pour vérifier si l'accouchement peut bien être fait ou s'il faut prévoir une césarienne. Et par rapport aux produits, donc au scanner, on n'injecte pas de produits chez les patients qui ont une fonction rénale trop faible. Donc si un patient a un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, on va éviter de lui abîmer encore plus les reins. Et donc une petite exception pour les patients qui sont dialysés. Dans ce cas-là, s'ils ont leur dialyse prochainement, on peut injecter le produit de contraste. Information importante, à savoir, le patient ne doit plus arrêter sa metformine ou autre médicament avant le scanner. Il n'a plus besoin d'être à jeun, sauf pour certaines indications, mais les consignes, elles seront données de toute façon aux patients. Petit rappel sur pourquoi demander la créatinine. Elle permet d'évaluer la fonction rénale, c'est-à-dire de savoir si les reins seront suffisamment efficaces pour pouvoir éliminer correctement les produits de contraste. L'insuffisance rénale résulte de l'évolution lente de maladies qui conduisent à la diminution
du fonctionnement des reins, notamment chez les personnes diabétiques ou qui font de l'hypertension artérielle. Maintenant, quelques informations sur les contre-indications à l'IRM. Elles sont nombreuses, parce que l'IRM n'est pas aussi sans danger qu'il n'y paraît. L'IRM, c'est un gros aimant. Donc, il faut être certain que le patient n'a aucun dispositif médical implanté, non compatible ou de matériel sur lui qui pourrait être attiré par la machine. Les pacemakers défibrillateurs, s'ils sont compatibles sous conditions, pourraient être mis en mode IRM par un cardiologue avec un rendez-vous en amont, puis remis en fonctionnement normal après l'examen. Il faut également faire attention aux implants cochléaires, aux neurostimulateurs, aux implants métalliques intraoculaires, aux prothèses et aux stents, aux clips vasculaires anciens ou encore à certaines valves cardiaques. En ce qui concerne le produit de contraste, un patient qui a un DFG inférieur à 30 ml par minute devra se limiter à une injection tous les 7 jours. Une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on peut passer un scanner et une IRM le même jour? Donc, la réponse c'est oui, les deux examens ils peuvent être réalisés le même jour. D'ailleurs, s'il y a une injection de produit contraste dans les deux examens, il vaut mieux commencer par le scanner parce que le produit de contraste gadoliné, il peut se voir au scanner. Pourquoi l'IRM fait-elle du bruit? Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, mais nous allons faire un petit rappel ici. Le bruit est lié aux bobines de gradient, qui a pour origine la commutation rapide des gradients de champ. On vous met l'explication ici dans la slide, mais pour faire bref, des forces mécaniques appelées forces de Lorentz font vibrer des spires qui composent la bobine de gradient, et cela donne donc naissance au bruit de l'IRM. C'est pourquoi il est très important d'avoir des protections auditives, donc des bouchons d'oreille, à combiner avec le casque quand cela est possible. Maintenant, on va vous montrer les différentes antennes que l'on utilise pour réaliser les IRM. Donc les antennes, ce sont ces matériaux que l'on place en regard de la zone que l'on étudie pour récupérer le signal. Ici, nous avons une antenne torse-abdomen. On va pouvoir réaliser tous les examens liés à l'abdomen et au pelvis, comme par exemple une IRM du foie, une IRM pelvis pour rechercher une endométriose. Voilà, c'est cette antenne que l'on va utiliser. Cette antenne, elle peut être utilisée aussi pour les IRM cardiaques, des angios des membres inférieurs, des IRM du bassin, IRM des jambes. Voilà, donc l'antenne torso ou abdomen, elle peut être utilisée pour beaucoup d'indications. Ici, nous avons des exemples d'antennes crâne pour les indications d'IRM cérébrale, ORL, angio des troncs supraortiques, des conduits auditifs internes. Donc là, on a des exemples d'antennes genoux. Voilà, c'est pour le genou, pas trop de suspense. Donc ici, nous avons l'antenne cheville. On a aussi les antennes extrémités. Il peut exister différentes tailles en fonction de la zone que l'on veut étudier. Ça peut être pour les mains, poignets, coudes, épaules, avant-bras, pour les pieds. Il peut exister aussi des antennes dites dédiées, comme par exemple pour les épaules ou comme cet exemple-là, qu'on appelle un gaufrier, c'est pour les poignets et les mains. Que ce soit en IRM ou en scanner, on va réaliser des coupes. Elles peuvent être dans les 3 plans de l'espace, c'est-à-dire dans le plan axial, donc comme des tranches de saucisson. Dans le schéma, c'est la coupe jaune. Dans le plan coronal, ça va être une coupe séparant le corps d'une partie avant d'une partie arrière. Dans le schéma, c'est la coupe bleue. Et enfin, dans le plan sagittal, c'est une coupe qui va diviser le corps d'une partie à gauche, d'une partie droite. Et dans le schéma, c'est la coupe rouge. Alors, on va vous parler un petit peu des séquences en IRM, tout en restant vraiment simple, vous inquiétez pas. Ici, nous avons une IRM lombaire en coupe sagittale. La séquence T1 va nous permettre d'avoir une image anatomique, tandis que la séquence T2 va nous permettre d'avoir une image dite anti-anatomique. Alors, donc, comment faire pour les différencier? En T1, on peut voir ici que le signal du liquide céphalorachidien, il est en hyposignal, c'est-à-dire noir sur les images, alors qu'en T2, le LCR, il va être en hypersignal, c'est-à-dire qu'il sera blanc. Le terme FS, ça signifie FATSAT, donc ça signifie qu'on a supprimé le signal de la graisse. Donc voilà, le FATSAT, le fait qu'on supprime la graisse, on peut utiliser différentes techniques, on peut aussi avoir STIR, SPER, SPIR, voilà, donc ça
C'est d'autres termes que vous allez pouvoir voir sur des comptes rendus qui signifient qu'on a supprimé le signal de la graisse. La séquence FLAIR est une séquence en T2. Mais là, vous allez me dire, non, le signal du LCR est noir, c'est donc du T1. Sauf qu'en fait, FLAIR, ça veut dire Fluid Attenuated Inversion Recovery. En gros, ça veut dire que les liquides sont supprimés. Ici, c'est en noir sur l'image. La séquence FLAIR est bien adaptée à l'imagerie du cerveau. Cette séquence améliore la détection des lésions du parenchyme cérébral, particulièrement celles qui sont localisées à l'interface parenchyme cérébral LCR. Les pathologies de la substance blanche comme le ramollissement ou le processus de démyélisation apparaissent ici hyper intenses. La séquence diffusion. Ce sont des images pondérées T2, réalisées en ajoutant des gradients de diffusion dont le contraste est influencé par les différences de mobilité des molécules d'eau. Par exemple ici, il y a un AVC ischémique en blanc, car les molécules d'eau sont comme emprisonnées à cet endroit et ne circulent plus librement. Donc ici, on a une séquence T1 qui est injectée. Donc le produit de contraste gadoliné, il se voit uniquement en pondération T1. Ici, on a une séquence TOF qui signifie Time of Flight. Désolée pour mon anglais. C'est une angio-IRM cérébrale. Cela permet de voir les vaisseaux du polygone de Willis qui sont les artères cérébrales. Et ça se réalise sans injection de produit de contraste. La différence entre une 1,5 Tesla et une 3 Tesla réside principalement dans la puissance du champ magnétique, donc qui est multiplié par 2 pour une 3 Tesla. Forcément, tout cela induit l'importance plus de vérifier les contre-indications aux examens IRM, car la puissance du champ magnétique est énorme. Par comparaison, le champ magnétique terrestre est d'environ 50 micro-Tesla, donc une IRM 3 Tesla est 60 fois plus puissante que le champ magnétique terrestre. Les examens d'imagerie médicale sont souvent source d'angoisse pour les patients venant passer l'examen pour la première fois. Donc, par exemple, si vous êtes secrétaire, si vous écoutez cette vidéo, vous avez déjà dû entendre dire au téléphone « Ah, mais que je suis totalement claustrophobe ». Et parfois, en fait, vous ne savez peut-être pas quoi répondre. Si vous êtes patient et que vous écoutez cette vidéo, ben voilà, on vous donne un petit peu quelques petites astuces. Pour rappel, on avait fait une vidéo spécialement dédiée sur la claustrophobie et sur un petit peu nos tips pour essayer de réduire au maximum ce stress avant l'examen. Donc, c'est à retrouver sur notre chaîne. Voilà, donc pour faire bref, c'est vraiment super important de prévenir les manips le jour de votre examen que vous êtes claustro. Votre médecin, il peut aussi vous proposer une sédation légère avant l'examen, mais attention à venir accompagner. Donc à savoir, bon, même si on a dû déjà vous le dire, que c'est impossible de rester enfermé, c'est toujours ouvert de chaque côté. Vous aurez une sonnette d'appel dans la main et on peut se parler pendant l'examen à l'aide d'un micro et d'un haut-parleur. Les patients nous demandent souvent s'il est possible de rentrer dans la machine par les pieds. C'est possible pour certains examens et dans certaines machines. Mais par contre, pour d'autres examens comme l'IRM cérébral, l'IRM du rachis cervical ou tout ce qui est ORL, les troncs supraortiques ou l'IRM de l'épaule, la tête rentrera forcément en premier. Dans certaines IRM, il y a un miroir pour voir l'extérieur et parfois même une télévision. Autre point important, les risques en IRM. Car oui, on banalise souvent l'IRM en disant qu'elle est sans radiation ionisante, donc plus sécurisée. Sauf que cette machine n'est pas sans risque. Il est important que chaque personne qui rentre dans la salle soit informée des risques et ait répondu à un questionnaire de contre-indication. Il est important aussi de former le personnel de ménage pour éviter qu'il ne rentre avec le chariot de ménage et qu'il se retrouve collé à la paroi de l'IRM. Le matériel présent dans la salle est dit amagnétique, donc il ne peut pas être attiré par l'aimant. En effet, comme on le voit sur les images et les vidéos, si on rentre à un lit de patient, un brancard ou du matériel ferromagnétique, cela peut avoir de grosses conséquences qui peuvent amener à des brûlures ou même à des accidents mortels. Voici les deux principaux artefacts que nous pouvons avoir en IRM. Donc ça, c'est l'artefact de mouvement. Ici, on voit bien que c'est flou, que la personne, elle a bougé pendant les images. Et donc, l'examen n'est pas interprétable par le médecin radiologue. Ici, donc, c'est un artefact métallique. Sur l'image de gauche, on voit que sur son oreille gauche, il y a un vide de signal. C'est soit lié à un dispositif médical implantable, comme
par exemple un implant cochléaire qui serait compatible sous condition, bien sûr, soit une boucle d'oreille, un piercing qui aurait été oublié. Et sur l'image de droite, on suppose que c'est un artefact lié à des bagues dentaires. Une autre question qui nous est souvent posée est à quoi sert l'injection de produits de contraste? L'injection de produits de contraste va permettre d'augmenter artificiellement le contraste dans les tissus et d'étudier les vaisseaux. Ici, dans l'exemple de gauche, on peut visualiser un scanner du rein. Et sans injection, on ne distingue pas grand-chose. Alors que sur l'image de droite, on voit bien qu'il y a une lésion dans le rein qui se rehausse avec le produit de contraste. Dans l'image tout à droite, on a un angioscanner des membres inférieurs, où l'on peut étudier les artères de l'aorte descendante jusqu'aux orteils. Et donc, pourquoi parfois on n'injecte pas? Mais en fait, toutes les pathologies, elles ne se révèlent pas forcément avec le produit. Par exemple, on voit très bien les poumons au scanner ou encore un calcul urinaire. En IRM, on voit très bien les tendons, les muscles, les ligaments. En fait, l'injection, elle ne va rien apporter de plus au diagnostic. Si c'est vraiment nécessaire, en cours d'examen, en fait, on peut découvrir une pathologie euh, et donc, du coup, injecter le produit une fois le patient sur la table. Un dernier petit point sur l'allergie. On nous dit souvent « je suis allergique à l'iode ». Alors non, l'allergie à l'iode, ça n'existe pas. On peut être allergique à un ou plusieurs produits de contraste, mais pas à l'iode. En effet, notre thyroïde fonctionne avec de l'iode. Et nous mangeons du sel quotidiennement. Et le sel, c'est composé d'iode. Donc oui, c'est possible d'être allergique à une marque de produits de contraste, comme à tout médicament ou tout aliment, mais il ne faut pas en faire une généralité. Par contre, s'il y a eu réaction allergique, il est conseillé de faire une consultation allergologique dans les 6 mois suivant la réaction. Merci beaucoup d'avoir écouté et suivi cette formation sur le scanner et l'IRM. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou même à nous laisser un petit message en commentaire si ça vous a aidé, bien évidemment. Et nous, ça nous aide beaucoup d'avoir vos retours pour nous améliorer. Voilà, à bientôt. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.